questions? C'est parti. Je voulais savoir à titre personnel ce que tu avais mis en place déjà comme dans les bases de données que tu as montré là, quels étaient les systèmes que tu avais mis en prod. Moi j'avais une dizaine de Cassandra et après on a tout switché sur Elasticsearch. J'ai d'abord commencé sur Cassandra, c'est pour ça que je parlais du SpeedBrain, parce que ça m'a beaucoup fait pleurer. Et après on est passé sur Elasticsearch pour tout un tas de raisons. Parce que c'est parce qu'on avait essayé de faire ce que je disais, on avait essayé de rentrer au forceps notre projet dans Cassandra et c'était pas adapté, c'était clairement pas adapté. Donc on est passé sur Elasticsearch qui lui a justement une vision orientée document, là où Cassandra est orientée colonne. Pour mémoire, à propos de ce que tu disais sur Elastic, les ingés d'Elastic recommandent de ne surtout pas l'utiliser comme stockage primaire. Ben, oui, parce que c'est un moteur de search à la base. Mais maintenant, c'est faisable. Ça se fait, mais dangereux. Ouais. Il y a quand même des gens qui ont, il y a des personnes qui ont 4 pétas de données et ça ne plante pas. Bonjour, est-ce qu'on dispose de méthodes, ou tout au moins de guides de bonne pratique qui permettraient, en fonction des critères d'une application, de pouvoir choisir tel type d'outils, ou tout au moins savoir si on va mettre en place des bases distribuées, ou des bases distribuées utilisant tel type de réplication ou tel autre type de réplication? Non, pas vraiment. Ce qu'il faut, alors ce qui est un peu laborieux, c'est qu'il faut d'abord se faire toute une veille, en fait, regarder les bases de données qui existent, Cassandra, Riak, MongoDB, bon, pas MongoDB parce que c'est de la merde, mais toutes celles qui peuvent exister, et faut vraiment comprendre en fait le fonctionnement et les spécificités de chacune. Et c'est que à ce moment-là qu'on va pouvoir venir avoir un œil sur son application et se dire comment en fait je ferai mon application sur cette base de données-là. Et du coup, on verrait, j'ai un problème là-dessus. Si moi, je me suis posé la question pour Bunker, est-ce qu'on pouvait passer sur un Cassandra ou quelque chose comme ça? Et malheureusement, il y a certains aspects qui pourraient fonctionner. Par exemple, dans le viewer, enfin dans ce qu'on voit là, c'est pas essentiel d'avoir la consistance, c'est-à-dire à la milliseconde, à la nanoseconde, d'avoir la bonne information, c'est pas très gênant. Par contre, c'est beaucoup plus gênant quand on est en train d'éditer et de créer une présentation, si on rafraîchit la page et que d'un coup ce qu'on a mis est pas là. Alors qu'en fait c'est là, c'est juste qu'on a tapé la mauvaise machine. Donc il faut vraiment connaître bien les spécificités de chacune et après vraiment se poser à tête reposée et bien connaître son application, c'est son fonctionnement et voir ce qui pourrait marcher et ce qui ne marche pas. La suite, droit de réponse, on appelle ça. Et alors pourquoi MongoDB c'est pas bien? Parce que MongoDB, ça fait des efforts, hein. Ils ont levé aussi beaucoup d'argent, donc ils commencent à avoir des gens un peu plus intelligents, mais ça a été malheureusement commencé un peu n'importe comment ce projet, et ils ont entassé sur un truc qui n'était pas solide, quoi. Et je veux dire, il faut 5 minutes sur internet pour trouver le monde qui se plaint de Mongo qui plante, qui marche pas. MongoDB, il y a un truc que je peux pas enlever à MongoDB, c'est que c'est très bien pour faire des tests. C'est très bien pour faire une petite application, quelque chose qui va pas faire de production, qui va être vraiment pour essayer, quoi. Je pourrais même limite le recommander pour un premier pied sur les bases de données distribuées. Au-delà de ça, il y a des gens en production qui en pleurent encore tous les jours, quoi. Mais c'est juste un avis personnel, hein. Après, vous pouvez aller voir la documentation et expérimenter par vous. Dans ton exemple du SpeedBrain, tu t'en sors comment quand ça arrive? Tu t'en sors très mal. Tu t'en sors en... Déjà, il faut tomber tout le cluster, les deux, parce que en fait, s'ils remontent pas en même temps, ils s'apercevront jamais. Parce qu'en fait, c'est assez excluant un cluster. Pour rentrer sur le cluster, quand une nouvelle machine arrive, ça change pas mal de trucs, etc. Et le problème, c'est qu'une fois que la connexion elle est coupée, eux, ils se considèrent comme étant un cluster. Donc en fait, pour qu'ils re-rentrent dans le cluster, il faut les tomber et les remonter. Parce que d'eux-mêmes, ils vont pas se dire, peut-être que j'avais un autre cluster qui existe ailleurs.
Donc eux, ils ont vraiment la sensation et l'impression d'être que vraiment deux clusters séparés. Donc le seul moyen, c'est de tomber au moins tout un cluster et le remonter dans l'autre. Donc on perd forcément, on a du downtime où on va perdre des données, quoi. Ça se passe pas bien. Et s'il est super indépendant et qu'il décide de faire carrément une autre application que celle que toi t'as décidé? Bah là, c'est magique, là. Si on trouve ça, je pense qu'on est bien, hein. Il y a quelque chose à faire. Mais du coup, au niveau des données, les données se séparent et pour récupérer ça. Bah, en fait, c'est là aussi où c'est problématique si ça reste trop longtemps, c'est que du coup, ils vont se re-répartir l'espace de clé. Parce qu'en fait, l'espace de clé qu'on a vu au début est disponible par cluster. C'est-à-dire que, c'était là, si là, demain, au lieu d'en avoir 6, il n'y en a plus que 3, ben, en fait, chaque nœud va se mettre à prendre plus de données. Parce qu'il va se dire, moi, mon espace, il va de telle clé à telle valeur de clé à telle valeur de clé. Donc, si tu as cette donnée-là qui passe, elle est pour moi. En fait, les clusters, quand on rajoute ou qu'on enlève des nodes, c'est pour ça que c'est très résilient aux coupures réseau ou aux machines qui tombent, c'est que, vu que la donnée existe déjà à plusieurs endroits, quand il y a une machine qui tombe, il y en a une autre qui va être élue et l'espace de clé va changer. Et à partir du moment où l'espace de clé va changer, les données vont transiter. C'est que lui, il va dire maintenant mon espace de clé c'est ça, toutes les clés qui sont là-dedans, vous me les envoyez, c'est pour moi. Donc ils vont se répartir, il y a un moment qui est un peu délicat où le cluster va se rebalancer, les données vont rebouger entre elles, et après, voilà. C'est ça. La question piège. Il y en avait toujours une, il fallait que c'est bon d'y aller. Question de néophyte. À partir de combien de nœuds un cluster devient intéressant? Je veux dire, devient efficace, devient utile? De mon expérience, c'est au minimum 3. Parce que, justement, à cause de... Alors déjà pour la réplication, parce que ça peut aller vite sur Amazon de perdre une machine, donc si on n'a que 2, en fait, il y a passé un certain nombre de nœuds, le cluster ne peut plus fonctionner. Et c'est comme ça, en général, qu'on arrive au split brain. C'est pour ça qu'il faut toujours dire qu'un cluster ne peut pas fonctionner s'il n'a pas la moitié du nombre de nœuds plus 1. Donc en gros, si on a un cluster de 12 machines, le cluster ne fonctionne plus s'il y en a 7 qui sont mortes. Parce qu'il y a un moment où, justement, c'est là où on va arriver dans les cas de split brain. C'est qu'eux vont se dire, ok, je peux fonctionner, je me réélis master, etc., on rebouge les données. Mais il faut quand même avoir un nombre conséquent de machines. Parce que vraiment en dessous de 3, c'est pas très intéressant. Alors après, il y a par exemple Netflix qui a un cluster, qui a le plus gros cluster Cassandra au monde, et ils doivent avoir aujourd'hui pas loin de 700 machines, 700 nœuds. Et toi, donc sur les projets sur lesquels tu as travaillé, tu étais généralement à combien de nœuds? Bah, au début, je l'ai commencé à 3, après j'arrivais à 10-12 à peu près. Parce que 10-12 c'est déjà bien. Puis il y a aussi un truc que j'ai pas vraiment dit, mais c'est que chaque machine, chaque nœud, c'est une machine à part entière. Donc c'est pour ça qu'on va pouvoir en fait facilement stocker des tonnes et des tonnes de données. Un des gros avantages des bases de données distribuées, moi je trouve, c'est que on n'a pas en fait toute la complexité des bases de données relationnelles avec des locks dans tous les sens, de la contention entre les tables, etc., qui devient très vite infernal. Et si le schéma de données a mal été fait, très rapidement, on va avoir des gros problèmes de deadlock. C'est-à-dire les tables entre elles qui s'écoutent dans la transaction, enfin, ça fait n'importe quoi. Du fait de ce fonctionnement comme ça, les bases de données distribuées sont beaucoup plus simples dans la conception. On n'a pas, justement, ils ne s'embarrassent pas du superflu des transactions entre plusieurs colonnes, plusieurs documents. Donc c'est plus simple. C'est plus simple, donc on peut mettre plus de machines et moins de personnes peuvent administrer plus de machines. C'est-à-dire que moi j'étais tout seul pour administrer un cluster de 12 et ça fonctionnait très bien. Parce qu'en plus, ce qui est cool, c'est qu'on peut même le faire à la va-vite. Si on a une machine qui tombe, bah, ouais, c'est pas grave. Il faut juste quand même un système d'alerte, hein, parce que faut savoir qu'elle tombe. Mais c'est pas, ça n'empêchera pas le fonctionnement en fait. Il y aura peut-être une ou deux requêtes le temps que le cluster s'aperçoive que cette machine est morte, qui vont foirer, et ça repart comme en 40. Quoi.